Et je pense que c'est important qu'on arrive à se retrouver pour essayer de comprendre ce qui se passe à Djibouti. Et évidemment, comment on peut, en mettant nos efforts ensemble, faire en sorte que ça aille mieux pour les Djiboutiens et je pense aussi pour toute la région. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des situations où on doit penser en termes régionaux, on doit penser en termes globaux. On va parler évidemment des questions de gouvernance, des questions de solidarité et je pense que c'est une question qui sera transversale, donc c'est une question d'actualité, ce lien entre démocratie et sécurité. Je pense que c'est très, le cas de Djibouti nous aidera à mieux comprendre comment mieux agir par rapport à cette question-là, parce qu'on est dans un monde avec des nouvelles menaces globales, et en faisant face à ces nouvelles menaces globales, le danger c'est qu'on oublie les questions démocratiques. Hein. C'est la tentation autoritaire. C'est de penser qu'on peut résoudre ces questions-là en serrant les sociétés, en focalisant les sociétés exclusivement sur des réponses à trouver face à ces nouvelles violences. Or, ce serait à mon avis une grande erreur parce que justement la démocratie, les libertés démocratiques, l'extension de ces libertés-là, c'est le meilleur antidote face à ces dérives, notamment radicales. Nous avons aujourd'hui pour nous parler de tout cela, évidemment, les Djiboutiens, parce que cette rencontre-là a été organisée par les Djiboutiens. Merci à Mohamed, merci à Kadami. Et évidemment, nous avons aussi la chance d'avoir des gens qui suivent la situation des droits de l'homme, notamment représentant le responsable de la FIDH. Merci beaucoup d'être là parce que votre parole est très importante, c'est le plus écouté. Parce que nous, on peut dire qu'on est un peu partisans, hein, mais quand on a des défenseurs, des observateurs des droits de l'homme qui parlent, c'est une parole importante. Et merci à tout le monde, à Jean-Paul, merci à vous tous d'être là. Et j'espère que je comprendrai en sortant d'ici à 19h que Djibouti, ce n'est pas la capitale de Mayotte. Merci. Merci David, merci tout le monde, merci d'être venu. Et on va commencer la conférence avec Mohamed Kadami, la première table ronde, qui va nous parler d'un petit rappel historique de l'indépendance sans liberté et la liberté par l'intervenant Mohamed Kadami. La parole est à toi. Merci. Donc, moi je vais parler de l'indépendance sans liberté, le refus d'ouverture politique et d'éducation d'un État national. C'est, pour vous dire, les sources, en tout cas des faits d'acteurs. Comment on est arrivé là? J'essaierai d'apporter ma réponse, bien sûr. Qui peut être discutée par les autres. Donc, pour répondre un peu quand même aux problématiques qu'a posé David, je vais un peu situer Djibouti puisque je suis le premier à parler. Djibouti, donc, elle est située entre l'Éthiopie, l'Érythrée et la Somalie, sur la mer Rouge, 23 000 km², indépendant depuis 1977. Et le chiffre varie, c'est entre 750 000 et 100 000. On ne sait pas avec précision parce qu'il n'y a jamais eu un recensement fiable. Et il est composé des Afars et des Somalis. C'est une égale importance numérique. La précision est utile parce que le facteur démographique a toujours été une variable d'exploitation et de manipulation politique. Et des minorités arabes, très dynamiques, pas toujours respectées. C'est là, déjà, nous pose la première question,
pas seulement aux Djiboutiens, mais même aux Africains. C'est-à-dire le respect des minorités. Aussi bien dans les États que dans les organisations, cette question est souvent éludée. On ne respecte pas la minorité linguistique, ethnique ou autre. Et si on ne respecte pas cette minorité, on ne respecte pas aussi la minorité politique. Et c'est la raison pour laquelle on dit qu'un des enjeux qui va se poser pour nous, qui se pose actuellement, c'est d'inscrire aussi bien dans les programmes des organisations politiques que dans les organisations étatiques les respects des minorités. Et donc c'est un petit espace, Djibouti, mais c'est le seul espace de cohabitation entre Afar et Somalie. C'est très important. C'est très important pour la région de la Corne. Et enrichi, bien sûr, tout à l'heure, comme je l'ai dit, d'une minorité arabe très dynamique. Donc, en quelques mots, évacuons la présence coloniale qui a duré de 1862 à 1977. Sans jeu de mots. Ce n'était ni une colonie de peuplement, ni un territoire à développer. Ce fut tout juste un comptoir sur le chemin de l'océan Indien et de l'Indochine. C'est le creusement du canal de Suez qui a donné à ce petit pays, à ce petit morceau de terre arraché à la Corne d'Afrique, son importance, ses lettres de noblesse, son importance stratégique. Djibouti a été conçu aussi dès le début comme débouché et porte d'entrée du marché éthiopien. Ce qui explique que la seule voie ferrée qui existe dans la région relie Djibouti au plateau éthiopien. Et la seule qui va être créée d'ici quelques années, c'est encore, elle va relier Tadjoura au plateau Tigré, c'est-à-dire le nouveau maître de l'Éthiopie. C'est pour vous dire, pour paraphraser ce qu'a dit Pierre Lambotte, journaliste de l'Humanité, Djibouti est aussi conçu comme le port d'Éthiopie. Cette forme de colonisation a eu comme conséquence, d'une part, le maintien des communautés dans leur habitat, la séparation finalement des différentes communautés, et surtout le refus de formation des cadres. Et c'est ce qui a facilité l'exploitation des faits ethniques de la puissance coloniale. Les différentes appellations du territoire a illustré cette politique de division ethnique. Vous vous rendez compte, ce petit territoire de 23 000 km² a changé 3 fois, 4 fois de nom. On l'a appelé territoire de Bok au début, qui avait un contenu politique, territoire des Adal ensuite, côte de Somalie, pour finalement terminer territoire des Afar Iblis. Et pour ajouter à ces problèmes d'appellation, la nouvelle République s'est appelée République de Djibouti en 1977. C'est pour vous dire la complexité de ce petit territoire. Alors tardivement, il est devenu indépendant, à cause bien sûr des manques de formation des cadres, parce qu'il n'y avait presque aucun cadre supérieur dans les années 60. Il y avait à peine 2 ou 3 bacheliers, pendant que les autres pays africains accédaient à l'indépendance. Mais c'était aussi, c'est-à-dire l'indépendance est devenue tardivement parce qu'il y avait la convoitise des pays voisins. C'est-à-dire l'expansionnisme éthiopien et l'irrédentisme somalien. Mais quand même, on a eu cette indépendance en 1977. Et c'est la phrase de Patrice Lumumba qui résonne en nous. Une indépendance octroyée n'est qu'un aménagement de la servitude. D'autres appelleront l'indépendance du drapeau. Alors, dès l'accession de Djibouti à l'indépendance, des conceptions se sont heurtées. La conception défendue par le regretté Ahmed Dini consistait à jeter les bases d'une citoyenneté djiboutienne, qui avait aussi les faveurs de certains cadres, comme mon ami qui est à ma droite, Mohamed Moussa Yenachi, alors premier directeur de la RTD, qui démissionna quelques temps après, parce qu'il fut confronté à cette deuxième conception que prônait Goulen, le président de la République, qui privilégiait
en effet, la citoyenneté clanique. Autrement dit, on ne construit pas l'État, on déconstruit l'État pour construire les clans ou les sous-clans dits du pouvoir. On leur transfère même les prérogatives de l'État. Au résultat, on verra ni l'État est construit, ni les clans ni les sous-clans sont construits. Donc, on est tous en train de les déconstruire. Toujours dit, c'est finalement cette dernière conception. Hein, il me reste 3 minutes. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que finalement c'est la dernière conception qui a triomphé et qui était à l'origine de la situation dramatique actuelle. Bien sûr, l'ancienne puissance coloniale a soutenu Goulet et ses idées, parce que pour eux, les seules idées adaptées aux réalités africaines. C'est cette conception qui est à l'origine aussi d'une indépendance sans liberté, du refus d'ouverture. Ce qu'il faut savoir, c'est la première alternance dynastique qu'il y a eu en Afrique. Les gens ne savent pas trop, mais avant Edema, avant, j'allais dire, Bongo, c'est à Djibouti que la transmission dynastique s'est faite, parce que Ismaël Omar Guelleh était le neveu du président Goulet, parce que ce dernier n'avait pas d'enfant, n'avait pas de fils, donc il a légué son pouvoir à son neveu. Donc c'est pour vous dire le refus de l'ouverture politique. Et donc cette indépendance a été déclarée sans liberté. Le mot ne vient pas de moi, je le dis souvent, c'est un avocat français qui s'appelle Maître Antoine Comte, qui avait défendu les démocrates djiboutiens et qui disait que Djibouti, en 2 ans, n'a pas pu donner l'indépendance dans le respect des libertés et des communautés. Et donc, dès le mois d'août, quelques jours après l'accession à l'indépendance, la réunion de plus de 5 personnes était interdite. On a commencé à harceler, on a commencé à arrêter et torturer des militants hostiles à l'instauration du Parti unique. C'est à ce stade aussi qu'un mouvement qui s'appelait l'UMPL a été dissous, parce qu'il s'opposait au Parti unique. Alors, une répression plus générale, donc, qui va cibler une des communautés, va entraîner la démission de M. Hamdi. Et sans oublier aussi les répressions qui ont visé à l'époque les cadres de FSS, c'est-à-dire Front de libération de la Côte de Sommet. Alors, cette indépendance, quelques années après la déclaration d'Antoine Comte, c'est autour de la figure emblématique de la lutte pour l'indépendance, Dr Omar Ousmane Rabi, qui vient de nous quitter, le 16 avril, un grand militant pour la lutte pour l'indépendance, qui a déclaré en 82. La vérité, aussi paradoxale que cela puisse paraître, c'est que les Djiboutiens sont aujourd'hui moins libres sous l'indépendance que sous la colonisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que Omar Ousmane Rabi, c'est quelqu'un qui a été condamné à mort en 1969. Après, cette peine il a été gracié et pour passer de nombreuses années dans les prisons de Toulouse, où il était condamné à perpétuité. Finalement, il a été libéré suite à la prise d'otage de l'ambassadeur de France à Mogadiscio, contre lequel il a été échangé. Donc si cette déclaration vient de personnes qui ont été pourtant condamnées pendant la colonisation, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché, que l'indépendance du Djibouti est mal partie. Et c'est les confiscations de liberté et les refus d'ouverture politique vont de pair aussi, avec ce qu'on verra. Moi je crois que c'est un peu, c'est dommage que je ne l'ai pas dit avant, mais avec le refus de créer un État véritablement national. À l'instar de la plupart des États africains, Djibouti n'a pas dépassé la phase primaire de la construction de l'État national. Cette phase consiste à la maîtrise du territoire national, à la création des forces armées nationales capables d'exercer le monopole de la violence légitime, des institutions nationales, l'intégration de toutes les catégories de la population et de tous les citoyens.
c'est un problème qui ne se pose pas seulement pour Djibouti, mais il se pose aussi pour la plupart des pays africains. Lorsqu'on sait qu'après 30 années, 40 ans d'indépendance, en Côte d'Ivoire, le chef de l'État actuel a été déclaré non ivoirien alors qu'il était Premier ministre. Lorsqu'on sait que Kenneth Kaunda, qui était le président de la Zambie, après avoir exercé je ne sais combien de mandats à la tête de ce pays, a été déclaré étranger dans ce pays. Donc la question de la citoyenneté n'a pas été réglée dans la plupart des pays africains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous avez remarqué, moi je n'ai pas parlé du terme État national, d'État-nation. C'est un petit débat que je veux, pour le futur ou même pour ici. C'est une distinction qui me paraît pertinente. À cet égard, on a eu d'ailleurs des discussions avec la chère Augusta Zangititi, il y a quelques temps. Et c'est une question qui concerne les États africains d'une manière générale. Car à quelques exceptions près, les États africains sont composés de plusieurs entités, dont chacune a sa langue et sa culture. Or, les dirigeants africains qui ont voulu plaquer la notion d'État-nation, forger en Europe aux réalités africaines, on se demande s'ils se sont trompés du produit importé. Ou ont tout simplement agi pour consolider la minorité qui détient les pays. C'est-à-dire leur entité, leur village, leur région, leur ethnie, leur clan, leur sous-clan, laquelle se trouve encouragée toujours par les puissances étrangères pressées d'en faire le relais de leur influence. C'est pourquoi, enfin, de notre point de vue, il faut peut-être parler d'un État national qui pourra intégrer les citoyens, qui pourra créer des institutions nationales, qui pourra créer des... Et cette phase-là, de notre point de vue, n'a pas abouti à Djibouti, et c'est une des raisons qui explique aujourd'hui qu'on est dans les crises actuelles. Et le corollaire donc de ce refus, on crée la figure de l'ennemi intérieur. Mon ami de droite me dit d'accélérer, donc je prendrai 2 minutes en plus. Droite, pas au niveau de libre. Passé, mais bon, on a accordé quand même. Et donc l'ennemi, donc cette figure d'ennemi intérieur, si on le sait, c'est quelque chose qui a été créé à l'époque coloniale. On avait parlé, enfin, on sait ce qui s'est passé en Algérie, ça a été ici en Algérie. Et donc cet ennemi intérieur, il faut le marquer, il faut en faire, comme si, en termes médicaux, on pense que c'est un cancer, donc il faut éradiquer. Et à partir de là, c'est-à-dire l'exécution extrajudiciaire, et la première, il faut mettre les mots aussi sur les choses, la première ennemi intérieur était, à l'époque, à Djibouti, c'était les Arabes. Les choses étaient facilitées parce qu'ils ne parlaient pas les mêmes langues que le président. Mais cela ne s'est pas arrêté là. C'est la logique. Ensuite, ça atteint les autres sous-clans Somalie, les Gaddaoussi. Ça atteint ensuite d'autres sous-clans Issa. Et à tel point qu'aujourd'hui, Ismaël se trouve encerclé par des ennemis intérieurs. Donc, il a tellement fait, il a tellement étendu cette notion aujourd'hui, presque 90% aujourd'hui sont considérés comme des ennemis intérieurs de Djibouti. Et donc, c'est la raison pour laquelle les dernières élections ont montré que tous ces ennemis intérieurs étaient contre lui. Et malgré le fait que les conditions n'étaient pas réunies, malgré le fait qu'étaient disproportionnés les débats, la coalition de l'opposition regroupée, moi je le dis sans mauvaise polémique, Al-Had, l'a emporté haut le main contre le pouvoir Ismaël parce qu'il en avait fait l'ennemi. Je sais que tu auras le temps de répondre aux questions. Voilà, donc ça te permettra de répondre, d'approfondir un petit peu après pour la suite. Merci en tout cas pour ce tour d'horizon de l'histoire du Djibouti. Le deuxième intervenant qu'on va suivre, c'est Mohamed Moussa Ainaché qui va nous parler du soutien de la France et le verrouillage médiatique. Bien, merci à tous, bonjour.
effectivement. Mohamed vient de faire l'historique de notre République, c'est très intéressant. C'est remémorer certains nombres de nous. Alors moi, je viens avec beaucoup plus terre à terre au niveau des élections qui vient de se terminer. Après l'introduction de ce fameux 20% de la proportionnelle lors de l'élection législative du 22 février dernier, certains d'entre nous avaient espéré. Ils ont voulu croire qu'il y avait là une avancée. Minime, certes, très minime, mais une amorce de démocratisation à Djibouti. Nous savons, hélas, aujourd'hui que c'était en leurre. Cette manœuvre du gouvernement en place avait pour objectif de mettre fin aux critiques persistantes qui prévaient sur la pratique antidémocratique de la non-représentation des opposants à l'Assemblée nationale. Cette fausse ouverture assouvissait également les appétits de quelques assoiffés d'un mandat. Ce piège grossier a été tendu par le tenant des pouvoirs pour sortir de 10 ans de boycottage des élections dont la population djiboutienne, avide des exprimés, commençait à se lasser. L'opposition ne s'était pas remise du détournement de résultats des élections de 2003 et avait décidé de ne plus participer à aucune autre élection tant que le pouvoir ne lui donnerait pas satisfaction sur les garanties d'une élection véritablement démocratique. À cette occasion, comme un de mes amis a eu la gentillesse de me rappeler, j'avais pris la liberté de l'exprimer dans un article consultable sur le site ARDHD du 27/11/2002, la voix au chapitre Échéance électorale. Je n'ai rien à retirer de ce que j'ai écrit il y a presque 11 ans. En effet, rien n'a changé. Nos dirigeants sont restés des experts en tripatouillage électoral. Le 9 octobre 2004, l'opposition unie avait interpellé le président de l'Arbitre. Nos exigences portaient, outre l'indispensable réforme du Conseil constitutionnel, prévue par l'accord de paix du 12 mai 2001, sur, premièrement, la réforme de la réactualisation des listes électorales, deuxièmement, l'établissement de ces listes par bureau de vote dans les régions de l'intérieur, troisièmement, la publication des listes et les remises à disposition de tous les partis politiques, quatrièmement, la mise en place d'une véritable commission électorale nationale indépendante, CENI, composée à parité égale des représentants de l'opposition et des représentants des partis au pouvoir, sous la présidence d'une personnalité indépendante acceptée par les deux partis. Cinquièmement, l'élaboration conjointe opposition-gouvernement d'un statut spécial pour la ville de Djibouti. La mobilisation de la loi relative aux élections dans ces articles 27 et 54, portant sur la proclamation des résultats et la remise des procès-verbaux, consécutifs au dépouillement des résultats du scrutin, désormais pour une réelle transparence des élections, l'opposition demandait que chaque parti dispose d'un exemplaire de PV et des résultats proclamés par la CNI. Septièmement, l'abandon pur et simple des pratiques de l'ancien système de parti unique dans la désignation des assesseurs. Ces assesseurs devront représenter les partis en compétition. Huitièmement, l'accès libre et équitable des partis politiques aux médias publics. Neuvièmement, l'amendement de l'application effective de la loi de 92 sur la communication qui autorise l'ouverture de radio et de télévision libres. Ces 9 revendications guidées par le souci d'instaurer enfin une démocratie digne de ce nom en République de Djibouti. Pas d'accusé de réception, pas de réponse. Sans l'assurance d'un changement de pratique de la part du pouvoir, nous avons cherché des garanties auprès de nos partenaires et amis avant de nous lancer dans cette campagne. Avant les élections, les démarches effectuées auprès des représentations à Djibouti par l'opposition, comme celles entreprises ici à Paris, se sont conclues invariablement par aller aux élections. Nous serons vigilants sur leur déroulement. Fort de ces encouragements et de ces promesses
Et compte tenu des forces d'opposition formelles et informelles garantissantes au sein d'une population opprimée qui attendait ces élections, nous, l'opposition intérieure et extérieure, avons décidé de participer à l'élection législative le 22 février dernier. De nouveaux partis tels que le Modèle et le RAD s'étaient créés et avaient demandé leur agrément afin de concourir aux élections législatives. L'élection locale de l'année dernière a montré la lassitude des Djiboutiens à l'égard du tenant des pouvoirs et a donné la victoire à la liste indépendante RAD, encore tolérée, ce qui a créé un réel espoir de changement. Cette fois, le gouvernement en place n'a pas eu le temps de manipuler des partis émergents. Pourtant, la méthode était rodée. Il suffisait de cloner ces nouveaux partis, ces syndicats ou ces associations. On a créé d'autres, on leur donne les mêmes appellations et bien sûr, on met à leur tête des marionnettes dociles et soumises. Des méthodes de ce genre, le pouvoir en invente régulièrement et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est sans vergogne. C'est ainsi que suite à la dernière élection législative, il a licencié comme des simples employés les élus du conseil municipal de Djibouti-Ville, les maires et ses adjoints. Cette fois, le Modèle et le RAD ont échappé au clonage et ont rejoint l'opposition. Ces renforts ont permis la création de l'Union du Salut national. Une dynamique était née. Cette nouvelle opposition a galvanisé les foules, comme en témoignent les réunions et les manifestations tenues durant les 12 jours de cette campagne électorale. On connaît la suite. Panique au plus haut sommet de l'État au vu des succès grandissants et les engouements suscités lors des différents meetings de l'opposition à Djibouti-Ville, comme dans toutes les villes et villages à travers le pays. Intervention télévisée menaçante du chef de l'État après la clôture de la campagne électorale, transformant l'élection législative en un référendum pour ou contre le président. Fraude massive qui a abouti purement et simplement à l'inversion du résultat du scrutin après conciliabule de nos dirigeants durant 9 longues heures. Et à ce sujet-là, j'étais heureux d'entendre que notre ami Kassim Ahmedine était à Djibouti et pourra peut-être mieux nous donner plus de détails sur le déroulement de cette période-là. L'ambassade de France a alors ouvertement cautionné cette élection frauduleuse, constatée par tous les observateurs en place, en félicitant les partis du président et les élus. Cette sortie ridicule a bien sûr été exploitée par le gouvernement en place, qui a largement diffusé son intervention dans les médias. Silence venait de nos amis français, qui contrastaient avec leur encouragement appuyé qui nous avaient prodigué avant les élections. Ces manques de clarté de la France, ces attitudes ambiguës, ces doubles langages entre pouvoir en place et opposition sont déstabilisants. Nous avons apprécié l'attitude de la représentation des États-Unis d'Amérique présente à Djibouti, qui est restée fidèle à la politique prônée par le président Barack Obama vis-à-vis des dictateurs africains dans la ligne qu'il avait fixée lors de son discours à Accra le 11 juillet 2009, affirmant « L'Afrique n'a pas besoin d'un homme fort, mais d'une institution forte ». C'est ainsi que le président Obama s'est bien gardé de féliciter notre président à l'issue de la reconduite de son 3e mandat anticonstitutionnel. Il n'a jamais invité à la Maison-Blanche comme il l'a fait pour les différents présidents africains démocratiquement élus. Ces rencontres, comme celle du 31 juillet 2001 et récemment le 28 mars 2013, sont qualifiées de rencontres de solidarité démocratique qui visent à saluer les démocrates solides et émergents. Notre président, vexé de cet affront, s'est agité avec frénésie pour s'inviter, sans y être invité, à la réception donnée par le président Obama à New York en septembre 2011. Et aujourd'hui, ici, à Paris, nous voulons dire haut et fort à la France, les pays des droits de l'homme, qu'elle nous a déçus.
Il nous a fait assurer de son soutien et s'était porté garant du bon déroulement des élections, pour se taire une fois de plus à la proclamation des résultats honteusement manipulés. Et pour, par la voix de son ambassadeur, féliciter les artisans de cet outrage à la démocratie. Quant à nous, les membres de l'opposition de ce régime indigne, si nous avons été meurtris par ce nouvel épisode douloureux dans notre combat, nous continuerons à œuvrer, nous continuerons à nous faire entendre, nous continuerons notre marche pour une nation libre et digne. Pour finir, et toujours pour plaider pour cette nation libre et digne, permettez-moi, en tant qu'ancien directeur de la radio et de la télévision de Djibouti, de dresser un portrait de l'univers médiatique de notre pays. Ce ne sera pas long. C'est un désert unique en son genre, aucun pluralisme, un journal unique, une radio et une télévision étatiques. Point final. Manifestement, il est admis que les médias gouvernementaux suffisent aux besoins de la population. À Djibouti, on n'aime pas les journalistes. Aucun n'obtient de visa pour entrer. Plusieurs journalistes se sont vus refuser leur demande de visa. D'autres se sont vus refoulés à l'aéroport. Ce fut la mésaventure du correspondant de la chaîne qatari Al Jazeera dans la région qui avait essayé, sur plusieurs frontières, de rentrer à Djibouti lors de la manifestation unitaire de l'opposition de février 2011. C'est simple. Dans nos représentations, et notamment à Paris, la première question que les agents d'accueil posent aux demandeurs de visa est celle-ci: êtes-vous journaliste? Ce qui désarçonne les simples touristes est finalement un devoir certain. Il y a quand même une exception à ce refus, les journalistes des magazines Jeune Afrique. Ces derniers n'ont pas besoin de faire des marches pour obtenir des visas. Ils ne risquent aucun refus, comme leurs collègues, car ils sont régulièrement invités par le pouvoir à chaque fois que celui-ci a besoin de faire passer un message. Il n'est pas étonnant que notre pays se loge au 167e rang du classement mondial des Reporters sans frontières. Ce classement est amplement justifié, car, outre l'interdiction de créer un média indépendant, l'opposition n'a pas accès aux médias étatiques. Le pouvoir s'est fait violence durant la campagne électorale en ouvrant partiellement les réunions de l'opposition. La couverture obligatoire s'est transformée régulièrement en sabotage. En effet, les 3 minutes octroyées généreusement à l'opposition dans l'édition spéciale élection se résumaient à un plan large de la réunion et quelques phrases hachées des différents orateurs, donc forcément dénaturées. Cela frisait le ridicule. La plupart du temps, pour ne pas dire quotidiennement, les journaux télévisés se limitent intégralement à l'activité présentielle. Il n'est pas surprenant pour ceux qui subissent le déroulement du journal télévisé de voir de longues minutes des images du chef de l'État sans commentaire comme autant de films muets. En effet, les journalistes de différentes rédactions, journaux écrits, agences de presse, radio et télévision ne produisent rien sur les informations locales. Ils reçoivent des cabinets de présentiel des textes à lire et à imprimer. Il n'est pas étonnant que les Djiboutiens suivent les radios et télévisions étrangères. Cela agace prodigieusement les pouvoirs. Il fait régulièrement des tentatives auprès des médias étrangers et particulièrement des chaînes qui diffusent des informations en langue somali, BBC de Londres et les Voix d'Amérique de Washington. Il se murmure que les journalistes de ces différentes radios seraient approchés régulièrement par des émissaires gouvernementaux afin de monnayer un contenu bienveillant pour le pouvoir en place. Quant à RFI, Radio France Internationale, le pouvoir ne s'est pas gêné pour fermer purement et simplement son relais pour la région de la Corne d'Afrique, qui apparaît une démocratie à Djibouti. Merci de votre attention. Voilà, 14 minutes. Une minute alors. 14.
c'était 10 minutes, mais on a ajouté 5 minutes pour tout le monde. C'était 3 minutes, voilà. Il y aura 3 minutes. Voilà. Comme Dimitri n'est pas là, on va passer à la République de Djibouti, l'enfant gâté et pourtant pauvre de l'Occident, intervenant Mohamed Ibrahim Gotla. Mehdi Ibrahim Gotla. Assalamu alaikum. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je commencerai d'abord mon intervention en vous demandant 1 minute de silence pour un compatriote qui est décédé mercredi dernier, Mohamed Ousmane Rabé, au Caire, qui a lutté pour la République de Djibouti pour son indépendance. Ensuite, je reprendrai la parole. Malheureusement, les hommes passent, le pays continue son évolution. Aucun changement notable n'a été constaté depuis l'indépendance. Bien au contraire, le pays s'est plus enfoncé dans l'agonie. Mon intervention porte plus sur un problème d'ordre général et plutôt régional. La priorité d'abord et l'émission de la République de Djibouti dans les affaires intérieures des pays voisins. Enfant gâté, oui, Djibouti l'est, par le financement extérieur, par le soutien des puissances, par l'enjeu régional qui se joue, la petitesse de son territoire, la petitesse de son peuple et des ambitions folles de grandeur même que lui donne l'Occident, riche et puissant, surarmé et qui régule l'État, soit économique, politique, social, etc., de son monde. D'où le multiple refus de toute alternance politique au sommet de l'État. L'utilisation démesurée des forces armées contre son propre population. Ismaël Omar le fait. Une population pauvre. Un enrichissement illicite, une dilapidation effrénée des biens publics, des deniers publics, le soutien inconditionnel des puissances occidentales à cette politique dangereuse. Ismaël Omar est devenu un risque majeur pour l'ensemble de la région. Les 36 ans de pouvoir du régime du RPP, qui est un pouvoir absolu, laisse une situation calamiteuse au peuple djiboutien dont la grande majorité vit marginalisée et dans un total dénuement. Les pays, entre guillemets, dits amis, je dis amis, je dirais plutôt ennemis du peuple djiboutien, amis que sont ces puissances occidentales, est un fait que tout Djiboutien, homme, femme, grand, petit, constate. Et malheureusement subit. Leur contribution de toute nature, que ce soit financière, aide par nature, dont des véhicules, dont alimentaires, dont je ne sais pas quoi, ne suffisent pas à calmer cette douleur des Djiboutiens. Et par contre, elle constitue une garantie pour le régime qui est en place.
Et c'est là le drame. On ne demande pas de compte à Ismaël Omar sur l'utilisation de ces dons, de ces prêts. Ils ne demandent pas de rendre compte. C'est ce que les Anglais appellent un feedback. Il n'y a pas de feedback. On donne. Et on contribue encore d'année en année. Je serai en mesure de vous donner quelques chiffres plus tard dans la discussion, dans le détail. Mais c'est un soutien quand même sans faille, est en quelque sorte, dans l'esprit occidental, hein, et comme il est aisé, on s'accoutume. C'est comme une accoutumance du malheur des autres. D'une fatalité. C'est une fatalité. Dès lors que les contribuables européens, américains ne demandent pas de compte à leurs propres représentants, qu'ils soient informés ou pas, par médias ou autres, c'est une acceptation de cette fatalité de ce pays. Une complicité même. Cela justifie qu'on s'en fout des victimes quotidiennes. Victimes quotidiennes. Les victimes de cette ridicule machine à tuer. Hein? C'est presque si on n'en riait pas. C'est ça. Je vous dis là. Le peuple djiboutien dit ça. C'est une connivence criminelle. Une connivence criminelle qui constitue ce socle, ce socle d'un système accepté, acceptable, financé par ces puissances. Donc, partant de cette politique criminelle, il aurait été peut-être judicieux de traiter un peu sur le thème de la responsabilité de tout un chacun, de ce qu'on appelle l'étude de la criminologie, et de la part de responsabilité de tout un chacun, américain, français, chinois, je ne sais pas qui, et de Djibouti, qui est coupable, qui est l'acteur, le tueur, et qui est le complice. À quel degré de responsabilité chacun intervient dans ce crime. C'est un thème qui aurait été important, mais qui demandait un peu plus d'études. Moi, personnellement, je ne suis pas en mesure, je ne suis pas un criminologue, mais j'aurais bien aimé si quelqu'un pourrait étudier ça et déterminer la part de responsabilité de ces crimes. C'est un très bon thème. Parce que cette étude relèverait en fait de décortiquer les degrés de responsabilité, de participation, qu'elle soit directe ou indirecte. C'est un assassinat, ou des assassinats, par une aide directe ou par des sociétés étrangères installées à Djibouti qui participent, qui acceptent à bafouer les droits des Djiboutiens. Social, économique, judiciaire, tout autre. Je l'ai vécu récemment, je suis allé l'année dernière pour la commémoration, j'ai constaté quand même que beaucoup se plaignaient de ces crimes impunis. Il y a une transgression morale en fait. De la morale politique. Je dis politique, pas seulement politique, mais la politique internationale, une transgression vis-à-vis des pays pauvres. Donc Djibouti, il n'y a plus de morale politique. Faut-il encore d'autres évolutions pour essayer de retrouver un peu la morale et accepter, vouloir arracher ce qu'on a envie de dire. Parce que cette transgression morale a des conséquences quand même de plus en plus graves à Djibouti. Et le soutien indéfectible du RPP au RPP
est encore un drame particulier pour Djibouti. 33 ans. Un soutien d'ordre politique, financier, militaire, autre. Vous serez peut-être en mesure de demander à des amis spécialistes de la criminologie d'essayer de décortiquer depuis l'indépendance ce qui s'est passé. Pour des étudiants ou autres, en droit, ce serait un très bon thème. C'est ça, oui. Djibouti. Peut-être pour les prochaines conférences. Voilà, je l'espère. Djibouti est convoité par les puissances tout simplement. C'est la baraka, c'est un barshish de la nature. Un barshish de la nature. Sa position géographique, c'est un barshish de la nature. Hein? Je dis barshish, c'est la mendicité. Mais la nature aussi a fait la mendicité de le placer là-bas, sur la route du pétrole. C'est tout. Hein? C'est surtout ça. C'est une position naturelle donc, de Djibouti dans ce conflit, dans un monde de conflit perpétuel. Pour la structure que c'est situé en mer Rouge et l'océan Indien, qui a toujours été, depuis les Phéniciens, les Grecs, les Égyptiens, des mers sensibles, ultra sensibles. La baraka, c'est aussi cette ouverture du canal de Suez. Parce qu'à l'époque, on passait par l'Afrique du Sud, bon, c'était encore bien, le pétrole peut-être serait passé par là. Et peut-être on n'aurait pas connu Ismaël Omar. Mais il a fallu un Français imaginatif qui puisse casser ce canal de Suez, ouvrir ce canal de Suez, pour positionner Djibouti dans ce bâtiche naturel et lui donner la chance de gagner sa vie dans la mendicité, pas dans le travail. Et plus tard, donc, c'est la chute de l'Empire ottoman et l'émergence des grandes puissances occidentales qui ont fait jaillir Djibouti de placer ce petit point, en fait, de la terre sur une route riche où tout passe et qui lui permettent de récolter. Djibouti a toujours été un pays, parce que je l'ai connu, selon les statistiques, quand j'étais dans ma profession à la banque, Djibouti a toujours gagné, a augmenté toujours ses recettes, hein, c'est des recettes quand même monstrueuses, à chaque fois qu'il y avait une guerre dans la région. C'est un pays qui vit des guerres. La guerre de l'Irak. C'est ça. Il suffit de voir les statistiques des fréquentations des bateaux à Djibouti. Les recettes du port, de l'aéroport, s'amplifient, sont augmentées à chaque fois qu'il y a une guerre dans la région. Pas autrement. Autrement, c'est plat. Totalement. Donc, ces guerres qui les mènent, c'est ces puissances qui se servent aussi. C'est cette guerre de suprématie politico-militaire, économique. C'est une guerre économique. Sous couvert toujours d'idéologie démocratique et de libéralisme économique planétaire. Il faut ouvrir les bouches. Et donc, Djibouti a toujours tiré une importante recette financière donc des guerres des pays voisins dans l'Arabie. C'est un privilège, c'est un effet de levier quand même important ces guerres, du moment que ça rapporte. Il faut des guerres. Il faut que le port soit exploité. Il faut qu'il rapporte, que ce soit au Yémen, au Kenya, en Érythrée, en Somalie. Afghanistan. Et donc, le successeur de Bouled a su trouver quand même cette petite faille pour lui-même être générateur de guerre. Il fait tout. Il est vendeur d'armes. Il est vendeur de tout. Il est vendeur d'humains même.
il a augmenté ses recettes sur le centre. Des gens. C'est ça le plus grave. C'est l'acceptation de puissance. Vous constatez que quand même, ils se servent d'eux et ils le servent pour un enrichissement illicite. Et au détriment du peuple djiboutien qui n'a que 800 000 habitants. Un pays pauvre. Et il aurait pu être pauvre, sortir de la pauvreté, 800 000 habitants, et être riche et prospère. Djibouti aurait pu. Mais est-ce que le régime a essayé? Non. Est-ce qu'il a lié d'abord? Non. On s'en fout. On s'en fout. On est là, on parle de Djibouti. On s'en fout de nous. On s'en fout de nous. Cet homme s'en fout de nous. Il nous tue. C'est encore bien que nous puissions parler à Paris, un peu plus loin, pour dire ce qu'on pense de lui. Mais il n'a rien à cirer. C'est peut-être un engagement physique qu'il cherche. Attendez le moyen, c'est l'autre question. Nous allons vous demander peut-être dans les coulisses. Nous verrons. Dans les années 90, il y a un journaliste français qui disait, je vous dis, un point, c'est tout. C'est un point important quand même. Dans le monde, c'est un point, vous allez voir sur géographiquement, ce n'est qu'un point. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Djibouti, voilà, c'est un point. Voilà. Tellement que vous êtes bien parti, je ne vais pas vous arrêter, et je ne voulais pas vous arrêter, mais le temps s'égrène. Il faut que, voilà, qu'on avance au niveau du programme. Donc si vous pouvez... Un point, c'est tout. Alors, pour vous dire, au niveau économique, aujourd'hui, Djibouti a dégagé pour le budget 2013 un budget de l'ordre de 94 milliards de fonds. De ce 93 milliards pour Djibouti, l'apport de puissance en dons est de l'ordre de 30%. De ces 30%, vous avez un emprunt de 15% seulement. Ces dons sont des projets. Manque tous les qui est payé par les bases. Le temps imparti est fini, vous aurez le temps de développer ça en fait pour les questions-réponses tout à l'heure. Les 15 minutes sont permis? Ouais, c'est rapidement. Je t'ai passé. C'était bien parti, voilà. Merci beaucoup. Voilà, désolé. Mais... Voilà. Voilà. Donc, pour la... La suite du programme, en fait, ça va être la situation des droits de l'homme à Djibouti. Et nous avons immense plaisir d'accueillir Florent Gaël, responsable d'Afrique de la IDH. Merci de nous parler. Peut-être pas vous faire un descriptif de toutes les violations des droits de l'homme qui sont commises à Djibouti, parce que, premièrement, vous les connaissez. Deuxièmement, dans cette table ronde sur les causes de la situation politique et des droits de l'homme à Djibouti, il est plus intéressant de regarder les causes structurelles, notamment des violations des droits de l'homme à Djibouti. Pour autant, la typologie des violations des droits de l'homme à Djibouti, commises sur une période relativement longue maintenant, est assez intéressante pour nous permettre de comprendre quel est ce pouvoir qui est en place à Djibouti, ce qu'il commet, pourquoi est-ce qu'il commet ces violations des droits de l'homme, et dans quel objectif et dans quel but, et comment limiter dans un premier temps ces violations des droits de l'homme et comment les stopper. C'est la raison pour laquelle je prends aussi la parole dans ce colloque, dans cette réunion, où il y a beaucoup d'opposants aussi politiques. Les droits de l'homme, je le répète, n'ont pas
pas un parti pris politique pour les uns ou pour les autres. Et quand je discutais avec un célèbre opposant djiboutien, je dirais le nom, et je lui demandais qu'est-ce que vous prévoyez en fait pour les droits de l'homme dans le futur si vous prenez le pouvoir un jour à Djibouti. Il m'a dit faites-moi confiance, on sait ce que c'est que les violations des droits de l'homme et on ne reproduira pas la même chose. Le problème, et je pourrais le multiplier avec beaucoup d'opposants politiques en Afrique ou dans le monde, la question n'est pas de faire confiance. La question c'est d'instaurer les règles qui limitent la question des violations des droits de l'homme, qui les empêchent et qui font qu'on ne peut pas les reproduire, quelle que soit la nature du pouvoir, quel que soit l'individu qui prend ce pouvoir, quels que soient les individus qui le conservent ou qui le transmettent. Et c'est bien là une des questions qui est symptomatique à Djibouti. Les dernières élections qui ont fait, selon nos derniers décomptes, sur au moins 6 morts, probablement plus, de nombreux blessés. On a une vraie opposition et discussion avec le pouvoir djiboutien qui nous accuse d'avoir utilisé les médias et la presse internationale pour surévaluer la situation des pertes humaines pendant les dernières manifestations, essentiellement les 23 et 24 mars à Djibouti-Ville aussi essentiellement. Ils nous accusent de sensationnalisme, ils nous accusent d'avoir utilisé des décomptes et des bilans pour dramatiser la situation et pour stigmatiser le pouvoir en place à Djibouti. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, on ne sait pas le bilan exact des personnes qui sont mortes pendant ces manifestations, puisque un grand nombre des familles de victimes n'osent pas maintenant aller auprès des organisations de défense des droits de l'homme, et ces organisations de défense des droits de l'homme sont aussi très limitées dans leur action. La FIDH, qui compte 164 organisations membres à travers le monde, dans 130 pays aujourd'hui, a une organisation membre à Djibouti depuis les années 90, c'est la Ligue djiboutienne des droits humains, la LDDH, qui aujourd'hui travaille évidemment dans des circonstances extrêmement compliquées. Les autres organisations de défense des droits de l'homme existantes à Djibouti travaillent elles aussi dans des situations d'extrême difficulté qui sont à l'image des violations que connaissent la population djiboutienne et qui malheureusement font partie de l'ensemble des secteurs de la société. On l'a vu, limitation du droit de la manifestation, limitation du droit à l'information, à la communication, limitation des droits syndicaux. Il y a quelques années, j'avais fait une enquête moi-même sur la question des droits syndicaux à Djibouti, notamment en relation avec le port et son apport économique. Et on s'était aperçu qu'un des derniers bastions de l'organisation sociale et de la liberté sociale était le secteur des syndicats. Aujourd'hui, les syndicats ont été vaincus à Djibouti et par différents phénomènes, des phénomènes de syndicats croupions, des phénomènes de ce qui est assez élaboré d'ailleurs comme technique de répression, c'est-à-dire qu'on prend un syndicat, soit on crée un syndicat qui a le même nom, et donc on fait une confusion à l'international sur cette situation, ou alors, évidemment, on met au chômage les personnes qui luttent dans ce syndicat. C'est une technique qu'on a retrouvée aussi au sein de la société civile, et on voit qu'à travers ces techniques, c'est évidemment le contrôle de l'ensemble des secteurs de la société civile que l'on cherche à obtenir, et ça a assez bien réussi à Djibouti, malgré votre présence et votre activisme, que ce soit dans les partis politiques, que ce soit dans la société civile, etc. Force est de constater que la société civile djiboutienne a été très largement mise sous contrôle, a été très largement empêchée de réaliser son rôle social, qui est un rôle de contre-pouvoir. Cette volonté du contrôle social et du contrôle de la société djiboutienne plus largement, on l'a vu évidemment sur le combat politique, avec de grandes limitations aux droits politiques, pourtant garantis par les instruments internationaux dont Djibouti est partie, mais aussi sur l'utilisation de la justice. Ça, c'est un fait qui est très important et
symptomatique pas simplement du pouvoir djiboutien, mais à Djibouti, effectivement, les opposants politiques, les membres de la société civile sont poursuivis de façon quasi systématique en justice, et le pouvoir judiciaire djiboutien condamne ses opposants, condamne ses membres de la société civile, condamne éventuellement aussi les journalistes à des peines de prison, plus ou moins longues, et pour des raisons extrêmement graves, puisqu'il s'agit la plupart du temps de rébellion, trouble à l'ordre public, intelligence avec une puissance étrangère, autant de faits qui sont passibles de nombreuses années de prison, d'amendes importantes, et donc qui constituent une vraie limitation aussi des activités de la société civile et des activistes politiques aussi. Et cet attribut du pouvoir, qui est le pouvoir régalien de la justice, qui est utilisé par le pouvoir djiboutien, est évidemment un outil